La chapelle sent les lys blancs et la cire chaude. Le soleil de midi entre par le vitrail haut et dessine un rectangle doré sur les dalles du passage. Héloïse avance. La soie murmure contre la pierre, 60 visages. Fontenay l'attend au bout de l'allée, droit, serein, avec cette bonté qui ne l'a jamais blessé et qui ne l'a jamais éveillé. Elle pense voilà ce qu'on ressent quand on choisit de cesser d'attendre. Les portes s'ouvrent. Pas avec violence, avec le poids lent de quelqu'un qui pousse de l'autre côté, comme s'il craignait ce qu'il trouvera. Une odeur de sel entre, de cuir mouillé, de papier ancien. Un homme dans l'embrasure, plus mince, plus sombre, la peau tannée par la mer, sans titre, sans invitation, sans droit d'être ici. Entre ses mains, un coffret de bois clair aux charnières de laiton est marqué par le sel, et dedans visible parce que le couvercle est ouvert, des dizaines de feuilles pliées dans une calligraphie qu'elle reconnaîtrait dans l'obscurité. Son écriture, ses mots, ceux qu'elle a confiés à la mère à 21 ans et qu'elle croyait dévorer au large de Finistère. Au fond de la chapelle, le comte de Mérival se lève. Son visage ne montre pas la surprise, il montre la terreur. Et Héloïse comprend, sans savoir encore pourquoi, que les prochaines minutes décideront non seulement qui elle choisit, mais qui elle est. Le vent entre par la porte ouverte, les bougies vacillent. Quelqu'un dans l'assemblée tousse. Fontenay tourne la tête vers elle, puis vers l'homme dans l'embrasure, puis de nouveau vers elle. Son expression n'y change pas. Il attend, il a toujours attendu. Héloïse s'arrête à 3 mètres de l'autel. Sébastien Kervadec, car c'est lui, bien sûr que c'est lui, fait un pas dans l'allée. Ses bottes résonnent sur la pierre froide. Il tient le coffret comme on porte une relique. Ses yeux cherchent les siens. Quand il les trouve, il s'arrête. Mademoiselle de Merival. Sa voix est plus grave qu'avant, plus usée, comme si les années en mer l'avaient poncée. Capitaine Kervadec. Elle ne sait pas comment elle a réussi à prononcer son nom. Sa gorge est sèche. Ses mains tremblent sous le bouquet de roses blanches. Il lève le coffret. Lentement, comme une offrande. Ces lettres vous appartiennent. Elles n'auraient jamais dû quitter vos mains. Le prêtre s'avance, incertain. Monsieur, cette cérémonie. Ces lettres, répète Sébastien sans quitter Héloïse des yeux, ont survécu à un naufrage au large de Finistère il y a 7 ans. Je les ai trouvées il y a 4 ans dans une boutique du port de Brest. Je les ai lues, toutes. Et je n'ai pas eu le courage de les rendre avant aujourd'hui. Le silence qui suit n'est pas vide. Il est plein de tout ce qui ne peut pas être dit devant 60 témoins. Héloïse sent ses jambes fléchir. 4 ans. Il a eu ces lettres pendant 4 ans. Le comte descend l'allée d'un pas raide. Capitaine, vous n'avez aucun droit. J'ai le droit de restituer ce qui lui a été volé. Lieutenant de Sébastien n'y mentit pas. Mais quelque chose dans sa voix fait reculer le comte d'un pas. Héloïse pose le bouquet sur le banc le plus proche. Elle avance vers Sébastien. Chaque pas résonne comme un verdict. Quand elle arrive devant lui, elle baisse les yeux vers le coffret. Ses lettres, pliées, jaunies, marquées par le sel. Elle reconnaît la première, celle qu'elle avait écrite un soir de septembre, assise près de la fenêtre de sa chambre, pendant que son père recevait des invités, en bas. Elle reconnaît la dernière, celle où elle avait écrit « Si la mère ne vous les apporte pas, je comprendrai qu'elle a choisi pour nous. » Elle lève les yeux vers Sébastien. Pourquoi maintenant? Il ne répond pas tout de suite. Ses mâchoires se serrent. Puis si bas que seule elle peut l'entendre, parce que vous méritez de savoir qu'elles ont survécu. Même si ce que vous ressentiez alors est mort, elle tend les mains. Il lui donne le coffret. Leurs doigts ne se touchent pas, mais l'air entre eux vibre comme une corde tendue. Héloïse se retourne vers l'assemblée, vers Fontenay qui la regarde avec une expression qu'elle ne peut pas déchiffrer, vers son père dont le visage est devenu gris. « J'ai besoin de temps », sa voix porte dans toute la chapelle. « Je vous demande pardon, mais j'ai besoin de temps. » Elle serre le coffret contre sa poitrine et sort par la porte latérale, celle qui donne sur le sentier du Cap. Derrière elle, personne ne bouge, personne ne la suit. Pas encore, 7 ans plus tôt. Héloïse de Mérival a 21 ans et elle sait déjà qu'elle ne pourra jamais épouser l'homme qu'elle aime. Sébastien Kervadec est le fils d'un maître constructeur naval de Brest. Pas de titre, pas de fortune. Une carrière gagnée au mérite, une promotion récente au grade d'officier de marine. Il a 24 ans et une façon de regarder le monde comme s'il lui devait quelque chose. Ils se sont rencontrés lors d'une réception chez les Kerjean. Héloïse était venue avec son père. Sébastien accompagnait le commandant de sa frégate. Ils ont parlé de navigation, puis de livres, puis de tout ce qui n'avait rien à voir avec la navigation ni les livres. À la fin de la soirée, il lui avait demandé si elle aimait marcher sur le sentier du Cap. Oui, demain à l'aube. Oui, elle n'aurait pas dû dire oui. Mais elle l'a dit quand même. Les semaines qui suivent sont faites de promenades volées, de conversations dans la bibliothèque du domaine, quand le comte voyage, de regards échangés lors de messes dominicales. Héloïse sait que cela ne peut pas durer.
Sébastien le sait aussi, mais aucun des deux ne prononce cette vérité à voix haute. Elle commence à lui écrire des lettres. La première est prudente, quelques lignes sur un livre qu'ils ont discuté. La deuxième est plus longue. La troisième contient une phrase qu'elle regrette immédiatement après l'avoir écrite. « Je ne sais pas ce que je ferais si vous partiez. » Elle les confie à la mère. Pas par la poste, trop dangereux. Elle les envoie par un batelier qu'elle paie avec l'argent de poche que son père lui donne. Le batelier doit les remettre à Sébastien à Brest, où il est stationné entre deux missions. Elle en écrit 23. La dernière est la plus audacieuse. Elle propose de fuir avec lui en Italie. Elle écrit « Si vous me le demandez, je viendrai, et si vous ne me le demandez pas, je comprendrai. Mais je devais vous dire que j'aurais dit oui. » 3 jours après avoir envoyé cette lettre, Sébastien reçoit l'ordre de partir pour une mission dans les Antilles. Durée indéterminée. Départ immédiat. Il vient la voir une dernière fois. C'est le soir. Il monte jusqu'au domaine par le sentier du Cap. Elle le retrouve près du mur du jardin. Combien de temps? Je ne sais pas. 1 an, peut-être 2. C'est un honneur. Il hoche la tête. Mais son visage dit autre chose. Héloïse, ne dites rien. Elle pose ses doigts sur ses lèvres. Puis elle retire sa main avant que quelqu'un ne les voie. Écrivez-moi, je le ferai. Il ne le fera pas, parce que 3 semaines plus tard, le navire qui transporte les lettres d'Héloïse fait naufrage au large de Finistère. Le batelier meurt. Les lettres disparaissent. Sébastien, déjà en mer, n'en saura rien avant des mois. Héloïse attend. Elle écrit encore, puis elle arrête, parce que le silence devient une réponse. À 22 ans, elle cesse d'attendre. À 23, elle apprend à vivre sans lui. À 24, elle se reconstruit sur la discipline émotionnelle. À 25, elle accepte que certaines intensités ne survivent pas au silence. Elle enterre la femme qui avait écrit « Je fuirai avec vous en Italie ». Et elle devient quelqu'un d'autre. 3 ans après la séparation, Sebastian Rentré de Antilles. 3 ans de mission, de chaleur, de mer turquoise et de nuit où il relisait mentalement chaque conversation qu'il avait eue avec Héloïse. Il n'a jamais reçu ses lettres. Il a écrit les siennes, 5 en tout prudentes, brèves, mais aucune réponse n'est venue. Il se dit qu'elle a oublié, qu'elle a épousé quelqu'un de son rang, qu'elle a eu raison. Mais il ne peut pas s'empêcher de penser à elle. Un matin de novembre, il entre dans une boutique d'objets nautiques à Brest. Le propriétaire vend des instruments de navigation, des cartes, des reliques de naufrage. Sur une étagère au fond, Sébastien aperçoit un coffret de bois clair aux charnières de laiton. Il est marqué par le sel. Quelque chose dans sa forme le retient. Combien? 10 francs. Rescapé d'un naufrage au large de Finistère il y a 3 ans. Un pêcheur l'a trouvé dans ses filets. Sébastien l'achète sans savoir pourquoi. Ce soir-là, dans sa chambre, il l'ouvre. À l'intérieur, des dizaines de lettres pliées, jaunies, collées les unes aux autres par la croûte de sel. Il en détache une, puis une autre, puis toutes. L'écriture est fine, penchée, féminine. Il ne la reconnaît pas immédiatement. Puis il lit la première ligne de la première lettre. Sébastien, son cœur s'arrête. Il les lit toutes. Cela lui prend toute la nuit. À l'aube, il est assis près de la fenêtre, les 23 lettres étalées sur la table devant lui, et il sait 3 choses. 1. Elle l'aimait. Pas avec prudence, pas avec réserve. Avec une intensité qui aurait tout risqué. 2. Elle ne sait pas que ces lettres ont survécu. 3. Il ne peut pas les lui rendre. Parce que si elle a reconstruit sa vie, si elle a oublié, ces lettres vont tout détruire. Et si elle ne l'aime plus, ces lettres vont le détruire lui. Il range le coffret dans une malle. Il se dit qu'il attend le bon moment. Le bon moment ne vient jamais. 2 ans avant le mariage, Sébastien retourne en France. Pas à Paris, pas à Brest. Il s'installe à 40 km du domaine Mérival dans une petite ville côtière où les chantiers navals familiaux ont besoin d'être administrés. Son père vieillit. Quelqu'un doit prendre la relève. Il ne cherche pas Héloïse. Il se dit qu'il est venu pour les chantiers, pas pour elle, mais il sait que c'est un mensonge. Il la voit pour la première fois 6 mois après son retour. C'est lors d'un bal chez les Kerjean. Elle porte une robe bleu nuit. Ses cheveux sont relevés. Elle est plus mince qu'avant, plus droite, comme si elle s'était endurcie de l'intérieur. Elle ne le voit pas, ou elle fait semblant de ne pas le voir. Il reste au fond de la salle et la regarde danser avec un homme grand, élégant, aux cheveux gris. Plus tard, il apprend que c'est le marquis de Fontenay, veuf, sans enfant, fortune modeste mais non respectable. Il courtise Héloïse depuis 1 an. Sébastien rentre chez lui ce soir-là et ouvre le coffret. Il relit la dernière lettre, celle où elle proposait de fuir en Italie. Il la referme et range le coffret.
Il se dit, si elle est heureuse, je n'ai pas le droit de revenir. Mais il ne part pas. 18 mois avant le mariage, Héloïse accepte la demande de Fontenay. Ce n'est pas une décision prise dans l'émotion, c'est une décision prise dans la clarté. Fontenay l'aime avec constance. Il ne demande rien qu'elle ne puisse donner. Avec lui, il n'y a pas de risque de dévastation. Elle se dit que c'est suffisant. Le comte observe avec soulagement. Lors du dîner d'annonce, il lève son verre et dit « À ma fille qui a toujours su faire les bons choix ». Héloïse sourit. Elle ne boit pas. Fontenay, assis à côté d'elle, lui prend la main sous la table. Sa paume est chaude, sèche, rassurante. « Je sais que vous ne m'aimez pas comme je vous aime » murmure-t-il plus tard dans le jardin alors qu'il marche seul sous les étoiles. « Je l'accepte, mais je vous offre une vie sans douleur. » Héloïse se tourne vers lui. Elle voit la bonté dans ses yeux. La patience, l'absence totale d'exigence. « Merci », c'est tout ce qu'elle peut dire. Elle ne lui parle pas des lettres qu'elle a écrites à 21 ans. Elle ne lui parle pas de l'homme qu'elle a aimé avec une intensité qui l'effraie encore quand elle y pense. Elle se dit que cette femme est morte. Et elle continue à préparer son mariage. Pendant ce temps, Sébastien assiste aux mêmes événements sociaux qu'Héloïse sans jamais l'approcher. Le bal des Kerjean en octobre, la messe de Pâques à Saint-Brieuc, une soirée musicale chez les Lannion en juillet, une réception pour le préfet en septembre. Chaque fois il la voit, chaque fois elle ne le voit pas, ou elle fait semblant. Il se tient toujours de l'autre côté de la salle, assez loin pour ne pas être remarqué, assez proche pour entendre sa voix quand elle rit. Il observe comment elle parle avec Fontenay, avec douceur, avec respect, jamais avec passion. Il se dit, elle a choisi la sécurité, elle a eu raison. Mais il ne peut pas s'empêcher de venir. Un soir, lors de la soirée musicale chez les Lannion, il se tient près de la fenêtre pendant qu'un violoniste joue une sonate de Mozart. Héloïse est assise au premier rang, Fontenay à côté d'elle. À un moment, elle tourne la tête vers la fenêtre. Leurs regards se croisent. Pendant 3 secondes, elle le voit. Vraiment. Ses yeux s'élargissent, ses lèvres s'entr'ouvrent. Puis Fontenay lui murmure quelque chose. Elle se retourne. Le moment est passé. Sébastien sort par la porte du jardin et ne revient pas. Il se dit la prochaine fois, je ne viendrai pas. Mais il vient quand même. 3 semaines avant le mariage, Héloïse prend le thé chez une amie. La conversation dérive vers les nouvelles locales. Quelqu'un mentionne avoir vu le capitaine Kervadec lors d'une soirée l'automne dernier. Kervadec? Sebastian Kervadec? Oui. Il administre les chantiers navals de son père. Il est installé ici depuis 2 ans. Héloïse repose sa tasse. Ses mains tremblent. 2 ans, oui, à Kerlouan, à 40 km d'ici. Vous ne saviez pas? Non, elle ne peut pas rester. Elle invente une excuse et sort. Elle marche jusqu'au sentier du Cap. Le vent fouette ses jupes. Elle ne sent pas le froid. 2 ans. Il était là, à 40 km, pendant 2 ans. Et il n'est pas venu. Elle s'assoit sur un rocher et regarde la mer. Les vagues se brisent contre les falaises en dessous. Le ciel est gris, lourd, menaçant. Elle entend des pas derrière elle. Elle se retourne. Sébastien. Il s'arrête à 10 mètres. Ses cheveux sont en désordre. Sa chemise ouverte au col, il a l'air d'avoir couru. Comment avez-vous su que j'étais ici? Votre ami m'a dit que vous étiez parti précipitamment. J'ai deviné. Le vent hurle entre eux. 2 ans. Oui, vous étiez à 40 km, au bal des Kerjean en octobre, à la messe de Saint-Brieuc le dimanche de Pâques. Oui, et vous n'avez pas trouvé une seule raison de venir. Louvent implit lou silence. J'en avais 1000. Je n'avais pas le courage d'une seule. Elle le regarde comme on regarde un paysage qui révèle une faille géologique. Le courage. J'ai passé 3 ans à écrire des lettres que la mer a avalées. J'ai attendu des réponses qui ne venaient pas. J'ai appris à vivre sans vous. Et maintenant vous me dites que pendant 2 ans vous étiez là avec mes lettres dans un coffre et que ce qui vous manquait c'était du courage. Elle se lève. Le vent arrache des mèches de ses cheveux. Ce n'est pas du courage qui vous manque, Sébastien. C'est la conviction KJE me write la vérité. Elle descend le sentier. Il ne la suit pas. Quand elle arrive au domaine, elle monte directement dans sa chambre. Elle s'assoit sur son lit et regarde par la fenêtre. La mer est grise, le ciel est gris, tout est gris. Elle pense, dans 3 semaines, je serai mariée, et elle ne sait pas si c'est un soulagement ou une condamnation. Veille du mariage. Héloïse ne dort pas. Elle descend à la bibliothèque à 2 heures du matin. La maison est silencieuse. Les domestiques dorment. Son père dort. Fontenay dort dans la chambre d'amis à l'autre bout du couloir. Elle allume une bougie et s'assoit dans le fauteuil près de la cheminée. Le feu est éteint. La pièce est froide. Elle entend la porte s'ouvrir. Sébastien. Il s'arrête sur le seuil.
Il tient le coffret fermé contre sa poitrine. Je ne savais pas que vous seriez là. Moi non plus. Il entre, ferme la porte derrière lui, s'assoit dans le fauteuil en face d'elle. 1 mètre les sépare. 7 ans. Vinctroa Letra. 2 ans de silence volontaire. Il ne parle pas. Ah, la bougie brûle. La cire coule. Dehors, le vent fait gémir les volets. À un moment, Héloïse tend la main vers le coffret. Ses doigts effleurent le bois salé. Les charniers de Lighton. Elle ne l'ouvre pas. Sébastien pose sa main de l'autre côté du coffret. Leurs doigts ne se touchent pas. Mais le coffret est le pont que ni l'un ni l'autre ne traversent. Pourquoi êtes-vous venu ce soir? Parce que demain il sera trop tard. Il est déjà trop tard, je sais. Ce qui suit n'est pas un vide. C'est un espace saturé de tout ce qu'il refuse de prononcer. Héloïse retire sa main. Elle se lève. Jay doit dormir. Oui, mais elle ne part pas. Elle reste debout près de la cheminée, les bras croisés, le regard perdu dans les cendres froides. Fontenay est un homme bon, je sais. Il ne mérite pas d'être abandonné au pied de l'autel. Non. Alors pourquoi êtes-vous ici? Sébastien s'y lève. Il pose le coffret sur la table, entre eux. Parce que vous méritez de savoir que vos lettres ont survécu, même si ce que vous ressentiez alors est mort, même si vous me haïssez pour ne pas vous les avoir rendues plus tôt. Vous méritez de savoir que la mer ne les a pas prises. Héloïse ferme les yeux. Je ne vous ai pas, alors quoi? Je ne sais pas. Elle rouvre les yeux, le regarde. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Il hoche la tête, prend le coffret, se dirige vers la porte, puis il s'arrête. Je serai à la chapelle demain, pas pour vous arrêter, juste pour vous rendre ce qui vous appartient. Ensuite je partirai. Et vous ne me reverrez plus. Il sort sans attendre de réponse. Héloïse reste seule dans la bibliothèque. La bougie s'éteint. Elle ne la rallume pas. Au petit matin, la servante la trouve endormie dans le fauteuil, la tête contre le dossier, les bras serrés autour d'elle-même. Midi la chapelle bretonne. Leslie Blanks. La cire chaude. Le soleil à travers le vitrail. Héloïse avance vers Fontenay. Les portes s'ouvrent. Sébastien entre avec le coffret. Et maintenant elle est dehors, marchant vers le phare au bord du domaine, le coffret serré contre sa poitrine, le vent tirant sur son voile. Derrière elle, la chapelle murmure. Devant elle, le phare se dresse contre le ciel gris. Elle s'assoit contre le mur de pierre, pose le coffret sur ses genoux, l'ouvre, l'odeur de sel la frappe immédiatement, puis celle du papier, ancien, puis celle de son propre parfum, celui qu'elle portait à 21 ans quand elle écrivait ses lettres près de la fenêtre de sa chambre. Elle en prend une, la déplie, lettre. Sébastien, je ne sais pas si cette lettre vous parviendra, mais je devais l'écrire, parce que si je ne la mets pas dans des mots, elle va me consumer de l'intérieur. Sa propre voix, sa voix à 21 ans, nue, sans défense, sans la discipline qu'elle a apprise depuis. Elle lit la 2e lettre, puis la 3e, puis toute. À chaque page, elle retrouve la femme qu'elle a enterrée, celle qui écrivait « Je fuirai avec vous en Italie », celle qui écrivait « Si vous me le demandez, je viendrai », celle qui écrivait « Je ne sais pas ce que je ferai si vous partiez ». Quand elle arrive à la dernière lettre, ses mains tremblent. Elle la déplie. Lettre. Si la mer ne vous les apporte pas, je comprendrai qu'elle a choisi pour nous. Mais je devais vous dire que j'aurais dit oui. Elle ferme les yeux. Les larmes coulent sans bruit. Puis elle sent quelque chose sous ses doigts, au fond du coffret. Une feuille collée par le sel séché. Elle la détache doucement, la déplie. Ce n'est pas son écriture, c'est celle de son père. Elle lit. Commandant le roi, je vous demande d'assigner le capitaine Kervadec à une mission dans les Antilles sans date de retour fixée. Éloignez-le assez longtemps pour qu'elle l'oublie. Vous comprendrez qu'il s'agit d'une question d'honneur familial. Comte de Mérival. Héloïse reste immobile. Elle relit la lettre, puis elle la pose sur ses genoux à côté des autres. Elle entend des pas derrière elle. Sébastien. Il s'arrête à 10 pas. Ses yeux vont du coffret ouvert à la lettre de son père, puis à son visage. Vous saviez que mon père... Non, je ne savais pas cette lettre était dans le coffret. Je n'ai jamais décollé le fond. Je n'ai lu que les vôtres. Le vent hurle autour du phare. Les vagues se brisent contre les rochers en dessous. 4 ans, Sébastien. Vous aviez mes lettres depuis 4 ans. Oui. Pourquoi? Il avance d'un pas, puis s'arrête. Parce que tant que je ne venais pas ce que vous aviez écrit restait vivant. Et j'avais plus peur de vous perdre une 2e fois que de ne jamais vous retrouver. Elle le regarde. Vraiment, pour la première fois depuis 7 ans. Elle voit les rides au coin de ses yeux. La cicatrice sur sa joue, les cheveux gris à ses tempes. Elle voit l'homme qu'il est devenu. Pas celui qu'elle a aimé à 21 ans. Je ne suis plus la femme qui a écrit ces lettres, je sais. Celle-là croyait que l'amour suffisait, et celle d'aujourd'hui. Pause. Le vent emporte le voile d'Héloïse.
Elle ne le retient pas celle d'aujourd'hui, c'est qu'il ne suffit pas. Mais elle sait aussi que sans lui, rien d'autre ne suffit non plus. Elle se lève, range les lettres dans le coffret, referme le couvercle. Venez avec moi. Ils redescendent vers la chapelle. Le sentier est raide. Héloïse tient le coffret d'une main et relève sa robe de l'autre. Sébastien marche derrière, elle sans un mot. Quand ils arrivent à la chapelle, l'assemblée est toujours là. Certains sont sortis dans le jardin, d'autres sont restés assis. Fontenay se tient près de l'autel, les mains dans le dos, le visage calme. Héloïse entre par la porte latérale, marche vers lui. Quand elle arrive à sa hauteur, elle pose le coffret sur le banc, prend les mains de Fontenay dans les siennes. Vous méritez une femme qui vous choisit sans hésiter. Je ne suis pas cette femme. Et vous le saviez. Fontenay ferme les yeux, hoche la tête. Quand il les rouvre, il y a dans son regard quelque chose qui ressemble à du soulagement. Oui, je le savais, je suis désolé, moi aussi. Il se penche, l'embrasse sur le front, puis il recule d'un pas. Soyez heureuse, Héloïse, je vais essayer. Elle se retourne. Le comte se tient au fond de la chapelle, le visage livide. Leurs regards se croisent. Elle ne dit rien, il ne dit rien. Elle prend le coffret, sort par la porte latérale. Sébastien l'attend dehors. Le vent fait voler les feuilles mortes. Le ciel est gris. La mer gronde au loin. Héloïse s'arrête devant lui. 3 pas les séparent. Je vous ai écrit 23 lettres. Vous les avez toutes lues. Vous savez exactement qui j'étais. Elle avance d'un pas. Maintenant il va falloir découvrir qui je suis. Elle avance encore, prend la solapa de sa veste, la tire vers elle, et l'embrasse. Pas avec la passion de ses 21, non, pas avec la fièvre de celle qui écrivait « Je fuirai avec vous en Italie », avec l'autorité d'une femme de 28 ans qui a choisi, qui sait ce qu'elle perd, qui sait ce qu'elle gagne, qui sait que l'amour ne suffit pas mais que sans lui, rien d'autre ne suffit non plus. Sébastien laisse tomber le coffret sur l'herbe. Ses mains se posent sur la taille d'Héloïse. Il la serre contre lui comme on serre quelque chose qu'on croyait perdu à jamais. Quand ils se séparent, le vent a emporté le voile d'Héloïse. Elle ne se retourne pas pour le chercher. Où allons-nous? Je ne sais pas. Vous avez peur? Oui, moi aussi. Elle prend sa main. Ils marchent vers le sentier du Cap. Derrière eux, la chapelle se vide lentement. Les invités sortent. Certains murmurent, d'autres se taisent. Le comte reste seul à l'intérieur, assis sur le banc du fond, la tête dans les mains. Fontenay sort par la porte principale. Il regarde Héloïse et Sébastien s'éloigner. Puis il sourit, un sourire triste, mais sincère. Il se dit, elle a choisi la vérité. Et il se demande s'il aurait eu ce courage. 6 semaines plus tard, la terrasse du phare a été reconvertie en espace commun. Une table, 2 chaises, des livres empilés, des cartes maritimes déroulées, une théière vide. Le coffret est ouvert. Il sert de presse-papier pour des notes quotidiennes. Liste de provisions dans l'écriture d'Héloïse. Croquis maladroit du porc dans celle de Sébastien. La lettre du père est pliée à part. Conservée, pas détruite. Une seule tasse sur le rebord de la fenêtre. Celle de Sébastien. Il est monté voir l'aube. Le vent fait bouger les feuilles. Aucune ne se perd. Héloïse monte l'escalier en colimaçon. Arrive sur la plateforme du phare. Sébastien se tient près du garde-corps, les mains dans les poches, le regard tourné vers la mer. Elle s'approche, se place à côté de lui. « À quoi pensez-vous ?»« À rien, menteur. » Il sourit, se tourne vers elle. « Je pensais que j'aurais dû venir plus tôt. Oui, je suis désolé, je sais. » Elle prend sa main, entrelace ses doigts avec les siens. « Mais vous êtes venu. Oui, c'est ce qui compte. » Le soleil se lève à l'horizon. Les nuages se teintent de rose, puis d'or. La mer change de couleur, de gris à bleu à argent. Sébastien passe son bras autour des épaules d'Héloïse. Elle pose sa tête contre son épaule. Il reste là sans parler, pendant que le jour se lève. En bas sur la terrasse, le vent fait tourner les pages du coffret, ouvert. Les lettres anciennes et les notes nouvelles se mélangent. Passé et présent, douleur et espoir. Une feuille se détache, s'envole, tourne dans le vent, puis retombe sur la table. Rien ne se perd, tout se transforme. Et pour la première fois depuis 7 ans, Héloïse sent que la femme qu'elle était et celle qu'elle est devenue ne sont plus en guerre. Elles sont enfin la même.